La représentation du vent solaire. Vous êtes dur. Tout ce que je fais, c'est du bonus. Là, vous me posez des questions à laquelle je ne sais pas répondre. Non, mais attention. Faites donner les chiens, là. Non, je ne sais pas. En principe, le code de couleur, c'est lié aux températures. Mais c'est arbitraire. C'est arbitraire. Il y a un code de couleur qui n'est pas indiqué, donc c'est arbitraire. Pourquoi l'énergie des particules. Par contre, sur les photos du soleil, les couleurs sont dues aux différentes longueurs d'onde dans lesquelles le soleil est photographié. Hein. Soit en X, soit en UV, soit en infrarouge, soit donc visible. Allez. Il y a pas que des nuances. Pardon? Il y a des nuances. Ah oui, ça et en plus, c'est la race. C'est un condensateur. C'est le son qui est curieux. Regarde un peu, je regarde la charge. Parce que maintenant, il y a beaucoup de vélos, ils mettent une petite LED avec une petite vitre. Au moins, il y a ça. Ils ne sont pas tous en vacances. Hein. Il est au poste. Ça, vous reconnaissez, c'est Mars et la sonde Curiosity qui se balade sur Mars. Alors le paysage est réellement photographié par la sonde et évidemment on a rajouté la sonde parce qu'il n'y avait pas un martien sur la planète pour photographier. Ou alors on m'a raconté des bêtises. Elle ne roule pas aussi vite. Drôle de paysage. Et ça, c'est le mont Chartres que l'on va essayer d'étudier.
notre robot a déjà parcouru à peu près 40 km sur la planète Mars. Bon, ça vous paraît pas beaucoup, mais croyez-moi, c'est beaucoup. Vous voyez l'arrière, là? Ce grand bloc, c'est le réacteur nucléaire qui produit l'électricité. C'est ce qu'il alimente à distance. Bah, c'est du plutonium. Oui, il doit y avoir 10 ou 20 kilos de plutonium, je pense. On n'a pas le choix. Il y a tellement d'instruments sur cette sonde que des panneaux solaires n'auraient pas suffi. Donc il nous fallait un peu plus d'électricité, c'est donc du plutonium. Alors il va devoir escalader ce mont, et puis s'arrêter à chaque étape et faire des mesures. Alors il y a quand même quelques mauvaises nouvelles à propos de Curiosity. C'est que vous voyez, le sol est un peu, comment dire, rugueux, et une de ses roues est très, très abîmée. Donc on essaye de faire attention maintenant pour le faire circuler, de choisir des bons endroits. Il y a une question sur la vitesse simulée du robot. La vitesse de Curiosity, c'est entre 1 et 10 mètres par jour, ce qui est beaucoup. Il faut voir que on ne peut pas le piloter à partir de la Terre. Il y a 10 ou 20 minutes de différence de temps. Donc il faut qu'il soit autonome. C'est-à-dire que dans sa mémoire, il a un radar qui analyse le terrain, qui découpe le terrain en morceaux rouges, verts et jaunes. Là où c'est vert, il a le droit d'y aller, il prend la décision d'y aller tout seul. Mais là où c'est rouge, par exemple, il faut qu'il demande à la Terre, et puis allô, comment je fais pour passer en rouge? Là, il se met en stand-by, et on lui dit, tu fais 3 mètres à droite, 2 mètres à gauche, etc. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas aller aussi vite que s'il y avait Fangio à bord. Fangio, qui connaît Fangio à notre époque, pardon? On a les références qu'on peut. On dirait qui maintenant? Ayrton Senna. Aïe, 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 aïe. Et un dernier pour la route. Alors. Vous voyez qu'on va parler de Cassini, vous voyez Saturne. Ça c'est la sonde Cassini qui s'est mise en orbite autour de Saturne en 2004, je ne me trompe pas, et qui va sur sa fin, FIM. Comme disent les Américains, on va jouer le grand final. D'ailleurs, on vous invitera à cette époque-là, quand ça se passera. Il est à qui ce robot? Pour voir ça, pardon? Il est à qui ce robot? Il est à qui? Ah, J'ai pas compris. il est américain ce robot? Il a été lancé par les Américains. Et c'est un robot qui a été lancé donc 7 ans avant 2004. Vous voyez, il avait 7 ans de voyage. C'est une mission commune NASA
Agence spatiale européenne. Et l'ESA a lancé sur ce robot, il y avait un petit paquet supplémentaire, c'était la sonde Huygens qui a atterri sur Titan. Et voilà Titan. Alors Titan, c'est un peu comme Vénus aussi, c'est pris dans les brumes, mais là, c'est pas des brumes d'acide sulfurique, c'est de l'azote. Ah, c'est de l'azote, tiens. Vous connaissez d'autres planètes ou d'autres corps dans le système solaire qui ont de l'azote dans leur atmosphère? Oui, et puis, c'est facile, c'est les 3 T, la Terre, Titan et Triton. Triton, c'est un satellite d'Uranus, Neptune, je me rappelle plus. Neptune. Merci, il y a des gens qui suivent. Parfait. Et voilà Cassini qui est passé d'ailleurs entre les anneaux au moment où il s'est mis en orbite. Là, les Américains, ils ont été vraiment gonflés. Et on a de superbes photos de tous les anneaux, de tous les satellites. Je vais peut-être brancher mon truc. Je branche mon micro, Laurent. Voilà. Non, c'est pas la vie. Je vais essayer de ne pas m'asseoir dessus. Je m'assois. Et alors, eh bien, le 15 septembre, comme je le disais tout à l'heure, les Américains vont suicider Cassini afin qu'il ne se crache pas n'importe où, notamment sur les satellites de Saturne. Donc on va le plonger dans l'atmosphère de Saturne et il va brûler, il va s'écraser, etc. Et on vous proposera le 15 septembre de suivre cet événement en direct à la Cité des Sciences, comme on l'a fait souvent pour ces événements. Et on dirait quelques mots plus tard. Oui, ça va dépendre un peu des horaires. Alors, salut. Oui, je t'en prie. Merci. Voilà, vous m'entendez avec ce micro là-haut? Oui. Bon, il y a quelqu'un qui est dans le chemin du vidéoprojecteur. Je crois que c'est vous, vous voyez. On voit votre tronc, vous avez un très beau crâne. Vous voyez, je suis désolé. Ou alors c'est pire. Qui est-ce qui peut aider ce pauvre monsieur? Ou alors il faut mettre un nain à la place. On est branché sur YouTube, oui. Entrez, ça va commencer.
y a de la place de ce côté-là pour ceux qui veulent. Ah oui, c'est bon. Peur de ne pas y voir Laurent, on y va? Bon, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité pendant ces vacances scolaires. Il y a plein de monde, je suis content. Alors, bienvenue. Pour les gens qui nous suivent sur Internet, sur YouTube, je me présente, Jean-Pierre Martin, de la Société astronomique de France. Je suis physicien et j'organise ces conférences mensuelles. Bienvenue à nos spectateurs Internet. Quelques annonces avant de démarrer la conférence. Ce que vous voyez là, sur la gauche de l'écran, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, vous savez. Vous êtes tous. Eh bien, c'est un mini satellite de Saturne. Hein? Ouais, on l'appelle le ravioli. Ah, c'est vrai, ça ressemble à un ravioli. Il a quelques kilomètres de dimension. Et vous voyez, c'est Cassini, bien sûr, qui a pris la photo. Ce mini-satellite est situé dans la division de Encke. Ici, vous voyez, Caen. Hein, vous avez mis quelques satellites de Saturne sur le dessin. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Cassini va mourir non pas de sa propre mort, mais on va le suicider le 15 septembre. On va le précipiter dans l'atmosphère de Saturne pour éviter qu'il ne s'écrase sur un satellite de Saturne et le pollue. Et on vous montrera cet atterrissage, excusez-moi, le passage de ces derniers instants à la Cité des Sciences. Je vous signale aussi, bien entendu, que les conférences, depuis quelques mois maintenant, sont transmises en vidéo, en direct sur YouTube. Donc voici les deux adresses très simples à retenir. C'est toujours comme ça. On vous interroge à la sortie pour savoir si vous avez bien retenu. J'aimerais bien, s'il y a des gens sur YouTube qui nous entendent, qu'ils me disent si la transmission est bonne, parce qu'on n'a pas de retour. Merci de me prévenir à jpn@planetastronomie.com, vous voyez l'adresse en bas. Voilà. Notre dernière conférence, M. Marc Chaussidon nous a parlé de la chronologie du système solaire. Je signale donc que la vidéo est maintenant inclue dans le compte-rendu. Là, on a fait salle pleine, pardon. Elle n'y était pas il y a quelques jours, je l'ai mise il y a 2-3 jours en ligne. Et il nous a parlé donc de cette chronologie, c'était très intéressant. On s'est aperçu qu'en fait les planètes se sont formées en fait plus précocement que ce que l'on pensait. Et surtout, moi j'ai appris que Mars n'était pas une vraie planète, c'était un embryon de planète. Donc ce qui explique beaucoup de choses dans le système solaire. Alors voilà comme d'habitude le calendrier. Alors je vous laisse le découvrir, notamment dans le cadre des séminaires de l'histoire de l'astronomie. Il y a notre ami Hubert Rive qui va vous parler de quoi? De l'origine des éléments chimiques, ça va être intéressant. Et pour une fois, ça ne sera pas dans la petite salle de l'atelier, mais ça sera dans la salle un peu plus grande de l'amphi Henri Mineur de l'IAP. Je ne sais pas s'il reste des places, si on peut s'inscrire, à vous de voir. J'ai oublié dans mon calendrier que le 18 avril, il y a aussi un colloque à l'Institut, donc à l'Académie des Sciences, un colloque sur les particules nucléaires et sur le modèle standard. Je sais qu'il reste des places, vous pouvez vous inscrire en liste d'attente. Et si vous n'avez jamais vu
la grande salle de l'Institut, eh bien ça vaut le coup de vous inscrire une fois et de voir vraiment à quoi ressemblait ce beau lieu de la science. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah oui, alors, pour ceux qui habitent dans la banlieue ouest, nous faisons venir à Plaisir, c'est près de Versailles, hein, c'est pas un trou quand même, attention. Le 13 mai, Sonia Fornacier, qui est au LESIA, qui a travaillé sur la mission Rosetta et qui va venir nous faire le point de cette mission. Je signale aussi que le 21 mai, c'est la Mega Star Party de Triel-sur-Seine. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, ce sont des entrées libres, gratuites et obligatoires. Voilà. Les conférences de l'ASAF, la prochaine, c'est Jean-Philippe Buzan qui va nous parler du modèle du Big Bang et des modèles du Big Bang, comment ce modèle s'est développé. La réservation se fait toujours comme d'habitude à partir de demain matin, mais pas à minuit, hein, pitié. Donc j'ai oublié de le rajouter là, c'est à partir de 9h du matin, vous pouvez vous inscrire. D'accord? Ensuite, on va parler d'ITER, puis c'est les vacances, puis vous voyez un avant-goût du programme de la rentrée, la planète 9, les ondes gravitationnelles, les neutrinos, et on a la chance d'avoir Claudie Aigneret qui va nous parler de sa vie d'astronaute. Elle a été sur Mir, elle a été dans l'ISS, ça va être très intéressant. En février, on aura aussi Jean-Pierre Luminet. Alors, ce soir, exceptionnellement, c'est moi qui présente une conférence. C'est la première fois, et peut-être la dernière, je ne sais pas, je ne veux pas abuser de ma position. Et c'est une conférence qui est à cheval entre l'histoire des sciences et l'astronomie. Je vais essayer de résumer l'évolution de 25 siècles d'astronomie en 1h15. Vous allez dire, mission impossible. Bah, on va essayer. Voilà. Et je voudrais dédier cette conférence à notre ami et dernier aventurier des temps modernes, André Branick. Voilà. Alors, on y va. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, n'ayez pas peur du plan qui a l'air très long, hein, comme ça, mais voilà. Donc, 25 derniers siècles. Alors, tout commence, en fait, par le monde grec. Le monde, à l'époque, c'était le bassin méditerranéen. Il y a, en gros, 300 ans avant notre ère. Et ces 300 ans avant notre ère, les Grecs, à l'aide d'observations et de mathématiques très simples, avaient découvert le principal. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient découvert? Ben, la Terre était ronde. Thalès de Millet a aussi mesuré, c'est lui qui a eu cette idée, il a aussi mesuré la Grande Pyramide. Pythéas de Marseille, qui était un grand navigateur, hein, les Marseillais sont des navigateurs, il était convaincu de la rotondité et il sort de la Méditerranée, passe les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire Gibraltar, et va explorer l'Atlantique, et c'est assez incroyable, il remonte l'Atlantique, on prétend même qu'il a découvert, il va voir les côtes d'Angleterre et l'Islande, il a peut-être même été jusqu'au Groenland, et il s'aperçoit que le ciel n'est pas le même au fur et à mesure qu'il monte vers le nord, donc il en déduit que la Terre est ronde. D'ailleurs, les Grecs le savaient aussi, parce que les bateaux s'éloignant du port, qu'est-ce qui se passait? Ils voyaient d'abord disparaître la coque et puis ensuite le mât. Donc il y avait bien quelque chose de rond à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'ils savaient encore les Grecs? Il y avait 5 planètes, le Soleil et la Lune. On est capable de mesurer des distances, on va voir comment. Aristarque de Samos et Hipparque vont le faire. Le Soleil, certains avaient l'idée, comme Pythagore, de mettre le Soleil au centre. Parce que le Soleil, ça a l'air énormément grand, et aucune raison que ce soit la Terre qui soit au centre et le Soleil qui lui tourne autour. Mais bon, il n'était pas en majorité, et c'est une idée qui va être abandonnée, malheureusement. On a calculé le rayon de la Terre
Mais oui, on a calculé le rayon de l'artère, c'est Eratosthène, je vais vous montrer comment. Démocrite invente les atomes. Atome, ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé. Et Aristote est un représentant de ces glorieux scientifiques, même si ce n'est pas le meilleur des scientifiques de l'époque. Voilà la carte du monde, hein, avec les représentants qui sont marqués, là, et leur lieu de naissance ou au moins de travail. Alors vous remarquez que tout le bassin méditerranéen, c'est le bassin grec. Alors Aristote, c'était le précepteur d'Alexandre, élève de Platon. Bon, il ne s'entendait pas très bien avec Platon, mais il fonde une école à Athènes qui s'appelle le lycée et qui est près d'un gymnase. Et vous savez qu'en allemand, un lycée se dit gymnasium, hein, voilà, vous avez l'explication. Et il dispense ses cours en promenant. Hein, et c'est bien que ses élèves, et lui, ça s'appelle des péripatéticiens. Le sens a changé un petit peu à notre époque. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Il pense que, bon, erreur fatale, il pense que la Terre est au centre du monde, et ça, on va traîner ça pendant des siècles et des siècles. Alors, pour expliquer quand même les mouvements complexes de planètes, il va inventer des sphères qui s'emboîtent dans d'autres sphères, etc. Bref, un mouvement, il va bricoler un faux mouvement, un faux système solaire, mais qui va expliquer vraiment les mouvements. Alors, il pense que l'univers est partagé entre air, eau, feu, terre, et surtout, il prétend que l'orbite de la Lune, c'est la limite. Au-delà de la Lune, le système est parfait. En deçà de la Lune, le système est moins parfait. C'est le système des hommes. Alors, revenons à Eratosthène. Eratosthène, c'était quelqu'un de très intelligent. C'était le bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était le plus grand monument au point de vue livre de l'époque, et ça allait rester pendant des siècles et des siècles avant que ça ne brûle. Et il avait une idée, Alexandrie c'est un port, tous les bateaux qui arrivaient, on les recopiait et on leur rendait, alors il y en a qui disent qu'on leur rendait la copie ou qu'on leur rendait l'original, on n'a jamais su, enfin bref, on avait toutes ces informations, vous pouvez imaginer la quantité d'informations qu'il y avait à la bibliothèque d'Alexandrie. Et il a trouvé une méthode astucieuse pour mesurer le diamètre de la Terre. Parce que bon, il savait que la Terre était ronde. Regardez sur ce petit dessin là. Le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le jour est plus long, on s'est aperçu que le soleil frappait le fond d'un puits. On voyait le fond d'un puits à Sienne. Sienne, c'est actuellement à Souan. Et alors qu'à Alexandrie, qui est plus au nord, s'il y avait on plantait un bâton, on voyait une certaine ombre. C'est-à-dire que le soleil n'allait pas directement, perpendiculairement à la Terre. Donc il s'est dit, si je suis capable de mesurer l'angle entre ces deux villes, ainsi que la distance, ayant l'angle ici et la longueur de ce segment, par un simple exercice mathématique, j'ai le diamètre de la Terre. Vous allez me dire, mais alors comment on va mesurer la distance? C'est ça le problème. L'angle, c'est facile à mesurer. Mais comment on mesure la distance? Eh bien, regardez, c'est facile, vous voyez, Alexandrie et Sienne sont à peu près sur la même ligne. Hein, et pour mesurer cette distance, eh bien, il y avait une profession à l'époque, une profession de marcheur calibré. C'est-à-dire le gars qui, quel que soit le terrain, faisait des pas toujours la même longueur, ça s'appelait des bématistes, et ils ont engagé des personnes comme ça, et il a mesuré la distance entre ces deux villes, c'était 5000 stades. Alors, je vous ai traduit ça, les stades en longueur actuelle, et ça fait une certaine longueur,
Et comme l'angle était connu, était de 7 degrés, eh ben, on est arrivé à ces 5000 stades, ça fait 250 000 stades de rayon, c'est-à-dire 6400 km, à peu de choses près. Donc, on avait trouvé le diamètre ou le rayon de la Terre à peu près exactement à cette époque. Alors, les Grecs étaient troublés aussi par cette question, si la Terre n'est pas fixe au centre de l'univers, pourquoi n'est-on pas emporté par la vitesse? Ben, c'est vrai, c'est assez logique. Hein. Et on n'est pas emporté par la vitesse parce qu'en fait, on ne le savait pas. Ils ne savaient pas à l'époque, l'atmosphère tourne avec la Terre. Donc pour les Grecs, il semblait raisonnable que la Terre soit fixe. Ce fut vraiment la seule erreur des Grecs. Et cette notion a été reprise par un très célèbre astronome géographe qui s'appelait Claude Ptolémée, qui a écrit un résumé de toutes les connaissances de l'époque dans un livre qui s'appelle l'Almagès, qui veut dire le grand livre en arabe. Et ce système était fondé sur une base fausse, qui expliquait parfaitement les mouvements avec des planètes et des cercles imbriqués les uns dans les autres. Et ça va perdurer pendant des siècles et des siècles. Alors, au déclin des Grecs succèdent les conquêtes arabes. Et tout le savoir grec aurait pu être perdu si les Arabes n'avaient pas été là. Et le savoir grec parvient au monde arabe par les Indes. Je vous rappelle que Alexandre, vous voyez ici toute la conquête d'Alexandre. Alexandre est mort avant la trentaine, et il avait conquis la moitié de l'Asie. Vous voyez. Et alors, les Arabes traduisent les textes grecs et ils améliorent les connaissances en améliorant aussi des instruments comme les astrolabes que vous voyez en bas. Et ils arrivent en Europe par l'Espagne. Espagne se dit Al-Andalus en arabe. Et alors voilà deux ou trois personnages assez célèbres. Al-Khwarizmi, qui est un astronome du 8e siècle, et c'est lui qui s'occupa principalement de l'œuvre de Ptolémée. Alors, vous voyez, certains mots viennent de l'arabe. Algèbre signifie la transposition d'un terme d'un monde à l'autre. Algèbre. Ils inventent aussi le signe égal et l'utilisation de X. Et beaucoup de termes astro viennent de l'arabe. Deneb, Altaïr, Zénith, Nadir, etc., etc. Al-Batani est aussi un autre astronome arabe de Bagdad, et il corrige certains écrits de Ptolémée. On pense que c'est lui qui a introduit les bases de la trigonométrie. Et aussi, il détermine l'année terrestre à quelques minutes près, ce qui n'était sûrement pas évident à l'époque. Et Copernic va utiliser d'ailleurs les données d'Al-Batani dans son fameux livre De Revolutionibus. Et puis, en fait, après les Grecs en Europe, personne n'osait contester le dogme introduit par Ptolémée, c'est-à-dire l'homme était au centre du monde. Et en fait, c'est un dogme qui arrangeait bien la nouvelle religion naissante en Europe, et où l'homme est le centre du monde, bien sûr. Donc en Europe, il ne s'est presque rien passé pendant 15 siècles. Vous pouvez imaginer cette ombre, ce grand rideau qui est tombé sur les connaissances presque jusqu'au Moyen-Âge, quel gâchis. Au Moyen-Âge, c'est comme l'épiluque, on vous pendait d'abord et on vous posait des questions ensuite. Alors il y avait la torture, il y avait l'Inquisition, et il fallait être dans la norme. Et vous voyez à droite notre ami Giordano Bruno, qui lui était un rêveur. Il pensait que le monde était couvert d'étoiles qui ressemblaient à
notre Soleil, le monde qui ressemblait à la Terre, évidemment totalement interdit par l'Église, puisqu'on était le centre du monde, il ne pouvait pas y avoir d'autres centres du monde. Hein. Donc, hop, il a été brûlé. Eh oui. Et heureusement, à l'aube des découvertes, arrivent les 3 mousquetaires. Alors, comme dans le roman, ils étaient 4. Ils ont et non pas la Terre. Est-ce que ça s'arrange? Eh bien oui, miracle. Si on met le Soleil au centre, tout s'arrange. Mais alors il y a un problème, parce que Copernic, c'était un homme d'église. Ah. Et oui, alors là, ça ne va pas. Il fallait qu'il fasse très attention, et en fait, il ne dit rien pendant des années. Il écrit sur un livre qui va être révolutionnaire, qui s'appelle d'ailleurs De Revolutionibus, et qu'il ne va publier que peu de temps avant sa mort. Il dit, bon, maintenant je crains plus rien, je publie ce livre. C'est le système héliocentrique qui remplace le système géocentrique. Et voilà ce livre, De Revolutionibus de Copernic, que nous avons eu le plaisir, avec des amis de la SAF, de pouvoir avoir tenu entre nos mains et sans gants, rien du tout. On a pu le voir à Londres, à la Royal Astronomical Society, où ils ont une superbe bibliothèque que je vous conseille d'aller visiter. Donc vous voyez, on voit très bien dans le dessin de gauche, c'est le livre original de Copernic, où on voit bien qu'il met le soleil au centre. Cette édition est de 1543, c'est la première édition de ce livre. Alors, il ne faut pas oublier quand même parmi nos 3 ou 4 mousquetaires qu'il y a un observateur exceptionnel qui est Tycho Brahe. C'est un Danois, riche, truculent. Moi je dirais c'est un peu le Gérard Depardieu, vous voyez, de l'astronomie. Je le verrais très bien dans ce rôle. Il était un peu facétieux. Il avait perdu son nez dans un duel quand il était jeune. Il avait failli en mourir. Et on lui avait fait un nez en or, une sorte de prothèse. Et il aimait bien asticoter les gens. Alors, quand il était en réunion avec des gens, il faisait ça, il rendait son truc. Alors, évidemment, les femmes se pâmaient. Bon, je vous laisse imaginer. Mais c'était un génie, parce qu'il fabriquait lui-même ses propres instruments. Et il était vraiment, c'était un observateur hors pair. Et la chance pour que n'ont pas tous les astronomes, c'est qu'il découvre une nouvelle étoile pendant son vivant, une nouvelle étoile en 1572. Alors, nouvelle étoile, en latin, c'est nova stella, une nova. Hein, nova, ça dit quelque chose. Hein. Et ça va donner naissance aux nova et aux supernovas. Alors en fait, maintenant on sait que cette nouvelle étoile, c'est pas une naissance d'étoile, mais c'est une mort d'étoile, enfin peu importe. Ça voulait dire quand même à l'époque que le ciel d'Aristote, vous savez, au-delà de la lune, le ciel était parfait, le ciel n'était plus parfait, puisque quelque chose venait d'arriver. Et encore, une grande chance pour un astronome, c'est 5 ans plus tard, il découvre aussi une comète. Alors là aussi, le ciel n'est vraiment pas parfait. Bon, je ne vous dirai pas comment il est mort, mais il a trop mangé. Mais oui, ça arrive. Oui. Bon. Mais c'était le maître de Johannes Kepler. Et voilà, toujours dans la Royal Astronomical Society, vous voyez ici, c'est la nova, pardon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nova de Tycho Brahe qui est représenté sur ce catalogue d'étoiles en 1572. Et voilà, alors, quand même encore un mot sur Tycho Brahe. Il était tellement obsédé par les mesures qu'il a fait construire sur une propriété que le roi lui avait donnée. Il a fait construire la cité des étoiles, Uraniborg, où tous les instruments étaient fabriqués par ses soins.
Il avait une armée d'esclaves, et c'était vraiment des esclaves à l'époque qui devaient lui obéir. Il n'était pas sympa. Mais il a fait pendant 20 ans des relevés qui vont devenir essentiels pour Kepler, pour déterminer les lois de Kepler. Voilà. Alors, Kepler, justement, né en Autriche, il est pauvre, chétif, myope. Bon, pas de chance pour un astronome, donc il fait des maths. Bah ouais. Et il utilise les données de Tycho Brahe pour justement déterminer l'orbite des planètes. Et il se trouve que Tycho Brahe avait noté pendant 10 à 20 ans la position notamment de la planète Mars. Et vous savez que la planète Mars, c'est une planète son orbite est relativement excentrée. Excentrée, ça veut dire que c'est pas tout à fait un cercle, c'est un peu plus un ballon de rugby, vous voyez, une ellipse. Et à partir de ces mesures, eh bien, Kepler va déterminer sa loi des distances relatives. C'est-à-dire qu'en fonction de la position des planètes, Kepler va dire que pour des aires de surface égales, la surface bleue et la surface orange, les temps de parcours sont les mêmes. Et c'est ça qui... Merci. Et c'est ça qui va nous permettre plus tard de déterminer la position relative des planètes. Et voilà par exemple un extrait des relevés de Tycho Brahe, compréhensible seulement par les astronomes. Allez, le troisième, c'est Galileo Galilei. Alors, c'est pas lui qui a inventé la lunette, contrairement à ce que les gens pensent, mais c'est lui qui a eu l'idée de la tourner vers le ciel. Parce qu'avant, les lunettes, on les utilisait pour voir chez son voisin, pour voir s'il y avait des bateaux au loin. Mais lui, il a eu l'idée de le voir la nuit au ciel, de voir le ciel, et il découvre les satellites de Jupiter. Alors, il prête aussi une lunette au Doge de Venise. Le Doge de Venise était très riche, hein, et il lui a donné donc un peu d'argent pour cette utilisation. Vous voyez à droite deux lunettes, les deux premières lunettes de Galilée. Le grossissement était de 3, à peu près, pas énorme. Hein. Ah, oui, mais le ciel était un peu plus pur aussi. Il écrit beaucoup de livres, notamment Le Messager des étoiles, et dans lequel il représente la Lune. On voit des surfaces maintenant un peu plus précises sur la Lune. Vous voyez? Et il voit surtout les phases de Vénus. Les phases de Vénus. Alors les phases de Vénus, ça veut dire en fonction de la position de Vénus autour du Soleil, ben, on voit des croissants, on la voit pleine, ou on la voit pas du tout. Alors les phases de Vénus, ça veut dire, oui, ça veut dire que le Soleil est bien au centre, c'est Vénus qui tourne autour du Soleil. Hein, encore une preuve, danger, danger, danger. Hein, alors il voit Saturne, et là il ne comprend pas, parce qu'il ne pouvait pas imaginer les anneaux de Saturne. Et en fonction de l'époque de l'année, ben, les anneaux ils sont plus ou moins inclinés, on les voit, on ne les voit pas, c'est un grand problème. Donc c'est aussi surtout un grand physicien. Il étudie la mécanique des solides, la chute des corps. Vous voyez, quand il a fait tomber un poids lourd et un poids plume de la tour, alors je ne sais pas si c'est vrai de la tour de Pise, hein, mais c'est une expérience qui a été, comme vous voyez, qui a été renouvelée sur la Lune lors d'Apollo 15, où on voit l'astronome ici qui va jeter, bon c'est peut-être pas très net, un marteau, vous voyez là, un marteau et une plume de faucon, une plume d'aigle, pardon, qui est le symbole américain, bien entendu, et vous allez voir qu'ils vont arriver tous les deux en même temps au sol, et il va dire « Mr. Galileo was right ». Monsieur Galilée avait raison, tac, vous voyez, paf. C'est beau ça, hein. Voilà. Bon, il publie, on découvre des montagnes sur la Lune. Donc les corps célestes ne sont plus parfaits, c'est vraiment Aristote et Ptolémée qui sont en cause. Non. Il marque
la position des satellites de Saturne, et il s'imagine que, effectivement, de Jupiter, pardon, Jupiter et ses satellites, bah, c'est un peu comme le Soleil et la Terre. Hein, donc ça aussi, c'est hérétique. Hérétique. Donc il va avoir un procès. Hein, au bout de plusieurs années, il a essayé de reculer, il a essayé de faire jouer des amitiés avec le pape, et puis on change de pape. Bref, il est condamné à résidence, et il meurt 10 ans plus tard. Et il a de la chance, c'est parce qu'il est connu qu'il n'est pas condamné à mort. Hein. Et vous voyez, c'est seulement en 1992 que l'Église reconnaîtra son erreur, hein, et vont réhabiliter Galilée. Alors, pourquoi Galilée n'avait pas compris le coup des anneaux de Saturne? Ben, parce qu'on ne pouvait pas l'imaginer, et puis sa lunette n'était pas de très bonne qualité. Et c'est Christian Huygens Christian Huygens, il fabriquait aussi ses propres lunettes et télescopes. Hein. C'était les meilleurs instruments de l'époque, et avec ces instruments, il voit les anneaux, et il comprend que ce sont des anneaux, et que les anneaux sont inclinés, suivant que la position de Saturne autour du Soleil, on les voit plus ou moins inclinés, il y a même des moments où on ne les voit pas. Alors arrive Newton. Newton, famille modeste, il arrive quand même à obtenir une place à Cambridge, mais pas de chance, en 1665, c'est la peste. Oui, c'était l'époque des grandes pestes, hein, à l'époque. Il rentre chez lui, dans son village de Woolthorpe, et pendant cet exil forcé, pendant 1 an ou 2, il a 25 ans, et c'est là qu'il fait ses plus grandes découvertes. Alors ça, je crois qu'on peut dire, s'il y a quelqu'un qui devrait être un extraterrestre et un génie, c'est quand même Newton. Il avait un caractère épouvantable, par exemple. Alors, en fait, il met de l'ordre dans toutes les découvertes précédentes, et il va introduire la notion de gravitation universelle, c'est-à-dire que 2 corps s'attirent en fonction de l'inverse carré de leur distance et proportionnellement à leur masse. La pomme de Newton et la Lune sont attirées toutes les deux par la Terre. Voilà. Et il publie, sur les conseils de son ami Halley, il publie le plus grand livre scientifique de l'époque, les Principia Mathematica, que l'on peut voir, que vous voyez ici, d'ailleurs, qu'on a vu, je ne sais pas ceux qui étaient parmi vous se souviennent de l'avoir vu à Londres, hein, l'original. Voilà. Alors, il y a quand même une petite part d'ombre avec Newton, parce qu'il croyait beaucoup à l'alchimie, il voulait aussi déterminer exactement la date du début de l'univers. Bon, c'était un peu bizarre. Donc il met quand même de l'ordre dans toutes les découvertes précédentes, et donc c'est sa gravitation universelle, ça va confirmer la 3e loi de Kepler, qui va être un cas particulier de la loi de gravitation. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi participé à l'optique, hein. C'est lui qui invente le télescope. Hein. Alors, si Galilée utilisait une lunette, c'est avec des lentilles, alors que Newton invente le télescope qui est un principe avec un miroir à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, Jean-Dominique Cassini, citoyen du comté de Nice, hein, c'était italien à l'époque, hein, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est français, une centaine d'années, hein, un petit peu plus, quelque chose comme ça. Il est professeur d'astronomie à Bologne et il a une très grande réputation. Et il travaille beaucoup sur les satellites de Jupiter et il est le premier à mesurer la période de rotation, ce qui n'est pas évident, puisque vous savez que l'atmosphère de Jupiter c'est principalement gazeux et qu'il y a un mouvement propre aussi à l'intérieur. Et Louis XIV le veut. C'est facile, hein, le roi Soleil il dit, il me le faut, il dit à Colbert, tu vas le voir, tu fais un chèque, tu remplis pas de chèque, il écrit la somme qu'il veut,
Et bon, Cassini était comme ça, et puis en plus il aimait bien la France, il était intelligent aussi. Il arrive en 1669 et il prend la nationalité française. Et c'est lui qui va diriger l'Observatoire de Paris qui commence à être construit à partir de 1666, je crois. Et il va donner naissance à toute une lignée d'astronomes qui vont s'appeler Cassini 1, Cassini 2, Cassini 3, etc., qui vont travailler à l'Observatoire de Paris. Voici un dessin original par la main de Cassini, de Saturne. Alors, dès sa prise de fonction, il s'intéresse vraiment à Saturne, et c'est lui qui se rend compte que dans les... Vous voyez, le dessin de Cassini, il se rend compte que dans l'anneau principal de Saturne, il y a une zone plus sombre, où il semble qu'il n'y ait rien. Vous voyez, une photo ici de voyageurs. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler la division de Cassini depuis cette époque. Mais alors, surtout, Louis XIV, qui était un guerrier, il veut absolument que l'on mesure, que l'on détermine la carte exacte de la France. Alors vous voyez ici, en très léger, c'est une ancienne carte. Alors Cassini envoie ses sbires tout au long de la France pour mesurer, pour faire des mesures sur les côtes par rapport aux latitudes, longitudes, et il donne la carte en gras, qui paraît beaucoup plus petite. Louis XIV, il n'est pas content. Il dit, Monsieur Cassini, vous m'avez fait perdre plus de terrain que pendant toutes mes guerres. Ben oui, mais au moins la carte est exacte. Il définit aussi ce qu'on va appeler le méridien de Paris. Donc vous en avez entendu parler, le méridien de Paris qui passe là, on le voit passer dans Paris, et qui est représenté par ce symbole dans les trottoirs, dans la rue. Et ça peut être amusant pour vous, si un jour il fait beau, vous pouvez essayer de faire 3 ou 4 km, parcourir la ligne du méridien de Paris. Alors, à peu près à la même époque, l'Observatoire de Paris accueillait un astronome danois, Rømer, et Rømer avait remarqué quelque chose de bizarre. Vous savez, les satellites de Jupiter qui tournent autour de Jupiter, c'est comme un chronomètre, c'est vraiment une montre. On peut arriver à déterminer un calendrier à l'aide de ces satellites. Or, on s'est aperçu qu'au cours du temps, eh bien, les satellites de Jupiter apparaissaient soit en avance, soit en retard. Or, vous voyez, Jupiter est là, mais la Terre, la distance de Jupiter à la Terre peut varier en fonction de la position de la Terre. Quand on est là, la distance est plus grande que quand on est là. Et c'est lui qui a eu l'idée de dire, mais alors, si ça varie, ça veut dire que la lumière des satellites de Jupiter met un certain temps à nous parvenir. Et c'est lui qui a introduit la notion de vitesse finie de la lumière. Il a calculé même, bon, pour l'époque, c'est pas mal, 225 000 km/s au lieu de 300 000. Dites, c'est pas mal, hein? Donc, bravo, Rømer. Donc, la vitesse de la lumière n'est pas infinie, comme on le pensait. Et il faut remarquer que c'est grâce à des astronomes étrangers de talent, Huygens, Rømer, Cassini, que la France est devenue au XVIIe et au XVIIIe siècle la nation la plus en avance en astronomie. La France est bien une terre d'asile, un melting pot. Et c'est grâce à Huygens et Cassini que l'étude de Saturne a été améliorée. C'est pour ça qu'on a appelé la mission NASA et ESA Cassini-Huygens. Et les comètes. On va reparler de notre ami Edmond Halley. Les comètes ne sont pas un mauvais présage. C'est Edmond Halley, grand ami de Newton, qui découvre la trajectoire périodique des comètes et il se dit, j'ai l'impression que cette comète qui est passée il y a quelques années, c'était celle qui était passée bien avant et celle qui repassera dans quelques années.
Il fait des calculs là-dessus et il dit, eh bien oui, je prétends que la comète de 1682 repassera en 1758. Il dit, pas de bol, je serais mort à cette époque-là, mais faites examiner le ciel et regardez si c'est vrai ou pas. Eh bien, c'était vrai. C'était vrai. Et depuis ce temps-là, on a appelé cette comète la comète de Halley. C'est la première comète vraiment répertoriée. Et elle est aussi apparue lors de ce qu'on voit sur la tapisserie de Bayeux. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà été à Bayeux voir la tapisserie, les bandes dessinées de l'époque, c'est vraiment intéressant à voir. Alors, qu'est-ce qu'on sait à la fin du XVIIe siècle? Pas tellement plus qu'à l'époque des Grecs, c'est ça qui est incroyable. Bon, la Terre est ronde, mais ça on le savait. Elle tourne autour du Soleil, on a fait un progrès là maintenant, on a mis le Soleil au centre. Il y a 5 planètes de connues, mais on le savait. Le rayon de la Terre est connu, mais on le savait. La vitesse de la lumière est finie, ça on ne le savait pas. On connaît la distance relative entre les planètes. Qu'est-ce que ça veut dire, la distance relative? Ça veut dire qu'on sait, par exemple, que Saturne est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, ou que Mars est 2 fois plus loin du Soleil que la Terre. Mais quelle est la distance absolue, quelle est la distance réelle entre la Terre et le Soleil, entre le Soleil et Saturne? On ne sait pas. Aucune distance absolue connue. Et on est au XVIIe siècle, c'est-à-dire presque hier. Donc maintenant, il va falloir essayer de trouver cette distance réelle. Et alors pour cela, il faut partir d'une distance de référence. La distance de référence la plus simple, c'est la distance de la Terre au Soleil. C'est ce que les astronomes vont appeler l'unité astronomique, UA en abrégé, et on va se lancer à la recherche de cette unité astronomique. Alors c'est là où il y a plein de savants qui ont participé, et c'est une aventure à la Indiana Jones. Ces savants, c'était les aventuriers de la science. En avant pour l'aventure. Et bien c'est toujours notre ami Edmond Halley, celui de la comète, et celui du copain de Newton, qui, quand il est jeune, il assiste au transit de Mercure. Le transit de Mercure, ça veut dire le passage de Mercure devant le disque solaire, d'accord? À l'île de Sainte-Hélène. Mauvais souvenir pour nous, Français. Mais cela va lui donner l'idée d'une méthode pour déterminer l'unité astronomique. Et il fait des petits calculs, et je vais vous les présenter. Et c'était aussi un scientifique polyvalent à l'époque, il faisait tout. Il a établi les premières cartes de navigation, les cloches de plongée. Oui, je répète, les cloches de plongée, il a essayé lui-même, il a plongé dans des cloches. Les cartes météo, les premières cartes météo sont de Edmond Halley. Donc Halley prévient le monde scientifique que lors du prochain passage, lors du prochain transit de Vénus devant le Soleil, donc Vénus qui passe devant le disque solaire, on pourra calculer la distance de la Terre au Soleil uniquement par un système de triangles semblables si on est capable de déterminer le point d'entrée, le point de sortie en heure, en temps, ou en angle, à partir de 2 points différents de la Terre. Eh bien, vous faites ça, vous avez une opération de triangle semblable qu'on fait, à mon époque, on les faisait en 6e, maintenant on doit les faire en terminale. Non, même pas en terminale, mais plus tard. Ah, on les fait même plus, d'accord. Merci, vous me donnez beaucoup de courage. Et il prévient la communauté scientifique de l'époque. Vous savez qu'on était toujours en guerre, français, anglais, espagnol, etc. Mais il faut dire que les scientifiques avaient un blanc-seing. Ils pouvaient quand même se balader n'importe où pour la science. C'était beau. Donc le prochain transit, c'est 1761. Halley est mort depuis longtemps. Et c'est le français de Lille, Nicolas de Lille, futur patron de Charles Messier, dont on fête le 200e anniversaire de la mort.
merci de m'avoir prévenu tout à l'heure, et qui va organiser différentes expéditions dans le monde entier, et si possible à différentes latitudes pour avoir le plus grand delta possible de mesure, avec beaucoup de scientifiques, et on va s'intéresser à mon petit héros préféré. Alors je vous dis son nom parce que sa carte de visite est un peu longue, on ne peut pas la présenter comme ça. Guillaume, Joseph, Hyacinthe, Jean-Baptiste, le gentil de la Galésière. Ah, quand vous avez ça sur votre carte de visite, déjà il faut que ce soit en deux parties. Hein. Ça fait du bien. Lui, on l'envoie à Pondichéry. Parce que Pondichéry, c'était français à l'époque. Hein. Et voilà notre Indiana Jones. Alors je vais dire le gentil, hein, je ne vais pas tout citer. Donc il part pour les Indes afin d'observer le passage du 6 juin 1761. Mais pas de chance, la perfide avion de salauds d'anglais, excusez-moi, il y a des anglais à la salle, ont attaqué Pondichéry à cette époque-là. Le bateau ne peut pas accoster à Pondichéry. Et alors, bon, à partir du bateau, il essaie de faire des mesures, mais ça bouge de trop, c'est pas possible. Donc c'est perdu. Alors, il se dit, voyons, le prochain transit, je vous ai dit, c'est tous les 110 ans, mais il y a une répétition 8 ans après. Il s'est dit, voyons, je rentre à Paris, ça va prendre un an et demi, je reprépare une expédition, ça va prendre un an et demi, je dois reprendre un bateau, ça va prendre un an et demi, je reste. Voilà, oui, c'était ça à l'époque, hein. Je reste. 8 ans, ça ne valait pas le coup d'entrer à la maison. Donc, il décide d'attendre 8 ans, alors il travaille quand même, hein. Il analyse un peu toute la côte asiatique de ce côté-là, il va à Manille, et pour le prochain transit, il veut aller à Manille. Pas de chance, le roi de France lui dit, non, il faut aller à Pondichéry parce que c'est français. Bon, il va à Pondichéry. Alors évidemment, il part, il n'a rien. Pondichéry, hop, il construit des briques, le ciment, il construit un observatoire. Les instruments, hop, il construit des instruments, ou il améliore ceux qu'il avait amenés. Donc il est prêt. Il est prêt pour le passage de 1769. Ciel parfaitement dégagé. Vous avez tous compris. Hein, vous avez tous compris. Ciel parfaitement dégagé, on est au mois de juin, je crois, il fait très beau. Ah, il se dit formidable de voir le passage. Et puis, vous voyez ce vilain et perfide nuage. Eh bien, au moment du transit, le nuage masque le soleil. Pendant tout le transit. Alors là, comme on dit, nervous breakdown. Nervous breakdown, il tombe malade, il a de quoi être déprimé, bien sûr. Il ne donne plus de nouvelles, on le croit mort, ou pire, vendu aux Anglais, hein, enfin bref. Il est remplacé à l'académie. Ses biens sont dispersés, enfin bref, tout un tas de malheurs qui lui arrivent. Alors en fait, au bout de quelques années, il décide de rentrer à la maison. Hein, il a dû prendre un peu de, je sais pas, de médicaments pour le gonfler. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'il est déshérité, il a perdu son job, sa réputation. Il se bat, il arrive quand même à reconquérir ses propriétés et son honneur, il gagne, il survit même à la Révolution française, c'est pas évident. Il se marie, il a une fille, et c'est notre héros, parce que bon, il a loupé le passage, il a loupé les 2 passages de Vénus, mais il a cartographié en détail toute la région, il a découvert des nouvelles galaxies, M32, M8, etc. Et surtout, pour l'amour d'une certaine mathématicienne, il a eu ramené, qui s'appelle maintenant l'hortensia. Mesdames et messieurs, si vous avez de l'hortensia dans vos jardins, c'est grâce à Joseph, Hyacinthe, Jean-Baptiste, le gentil de la Galésière, notre héros. Oui, on peut l'applaudir. Il a mérité. Parce que un type comme ça, je crois que Coluche, il aurait dit, c'est l'histoire d'un mec, il n'a pas eu de bol, comme ça, je crois qu'il aurait fait quelque chose comme ça. Bon, alors James Cook, lui aussi, on lui avait assigné Tahiti. Alors c'est lui qui a fait les meilleures mesures. Hein, donc il a ramené toutes ces informations en France. Pour information, vous n'allez pas le croire, il est mort lors d'un voyage suivant, mangé par les sauvages dans les îles Sandwich.
C'est pas une blague. Oui, on rigolait pas, c'est pas drôle. Hein, quand même. Ah, vous voyez ici le passage de Vénus devant le Soleil que nous avions photographié de la bonne ville de Plaisir. Alors pour ce deuxième transit, il y a eu un autre martyr, c'est Chartres, l'abbé Chartres. Lui, on lui assigne la Basse-Californie. La Basse-Californie, c'est la péninsule mexicaine ici. Et le transit survient, ils font des mesures, mais bon, il y a une épidémie de fièvre. Ils n'arrivent pas à... Ils préfèrent rester plutôt que de se sauver, ils font les mesures. Ils meurent tous, sauf un, parce qu'ils en avaient mis un côté pour le renvoyer à Paris avec les documents. Vous voyez ici un de ces originaux de Chartres, avec les relevés. Et il meurt quelques jours après. Avant ce soir, je suppose que personne n'avait entendu parler de Jean-Jacques d'Auteroche, encore un aventurier glorieux. Et c'est son neveu qui va inventer le télégraphe Chartres. Alors, toutes ces mesures, ramenées par nos explorateurs, ont permis de mesurer la distance de la Terre au Soleil, à l'ère de l'horizon. Et cette distance, c'est 150 millions de kilomètres. Alors là, l'univers devient immense tout d'un coup. Vous voyez, c'est 150 millions de kilomètres. Il y a toute cette partie-là, Terre incognita qu'on ne connaissait pas. Mais c'est pas vrai ce que je vous dis. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que le kilomètre n'existe pas. Bah oui, il faut l'inventer. Eh bien, inventons le kilomètre. Pourquoi? Le mètre n'existe pas. En France, à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque de la Révolution française, il existait plus de 2000 unités de mesure différentes. 2000 unités de mesure différentes. Alors je vous en ai cité quelques-uns, c'est très amusant. La lieue de Picardie, la lieue de Touraine, c'est pas la même que le Picardie. La lieue de Brest non plus. La toise du Châtelet, la toise du Pérou, la ligne, la Logne, la Mille, la Perche, la Palme, le Doigt, etc., etc., etc. Vous avez compris. Alors évidemment, la grande victoire de la Révolution française, c'était l'égalité entre les hommes, l'égalité entre les pays, entre les places, entre les villes. Donc il s'est dit, tout ça, ça ne va pas, il faut qu'on détermine une unité unique qui soit valable dans tout le pays et si possible dans le monde entier. Alors, il faudrait trouver une unité qui soit naturelle et invariable. Alors, il y a eu un brainstorming des savants de l'époque, vous voyez, Cassini, Lagrange, Condorcet, Lavoisier avant qu'on lui coupe la tête, et ils arrivent à dire, écoutez, il faudrait trouver une unité qui soit valable dans tout le pays, et si possible, naturelle, invariable, universelle, éternelle. Quel rêve! Eh bien, ce rêve va se réaliser, parce que quoi de plus universel que la Terre? Et il fut donc décidé par décret de l'Assemblée constituante qu'on va définir une unité qui va être le 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Alors vous allez me dire, ils sont tendus, pourquoi le quart, pas le cercle complet? Le quart, parce que 90 degrés, ça semblait être un chiffre magique à l'époque. Bon, alors, ce que j'ai écrit en bas, vous voyez, à gauche, ce n'est donc pas une coïncidence si la circonférence de la Terre fait 40 000 km. C'est la définition. D'accord? C'est un qui dit, c'est incroyable, 40 000 km. Un chiffre aussi précis. Non, c'est la définition. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va prendre deux volontaires désignés d'office, qui sont Delambre et Méchain, qui vont sacrifier une partie de leur vie, vraiment sacrifier une partie de leur vie pour mesurer un bout de ce méridien. Il ne suffit pas de mesurer un quart du méridien, il suffit de mesurer une certaine portion, et il se trouve que, vous voyez, d'abord chaque pays possède un méridien, c'est ça qui est bien. Et il se trouve que la France a une très grande portion, ce méridien très long, et en plus c'est celui qui passe à Paris. Donc, on va dire, eh bien, il y en a un qui part du nord, il y en a un qui part du sud, et on se rencontre au milieu. Alors, comment on mesure? Eh bien, on mesure à l'aide de triangulation.
parce qu'il est plus facile de mesurer des angles que des distances. Alors le principe, il est connu depuis les Grecs, à partir de deux points différents, dont on connaît par contre, ces deux points-là, on connaît la distance exacte, ce sont deux points généralement approchés, on vise un autre point et on mesure les deux angles, et à partir de cela, d'un petit calcul simple trigonométrique, on peut en calculer les distances. Et c'est grâce à ça qu'on va trianguler la France, c'est-à-dire répartir la distance de Dunkerque à Barcelone en triangle. Vous voyez, à chaque fois, la base, on reprend la base suivante. Et en ayant tous ces calculs, à la fin, on peut en déduire la longueur de cet arc de méridien. Ces cartes sont visibles à l'Observatoire de Paris quand il est ouvert au public. Oui, alors vous ne vous moquez pas, je sais qu'il n'est pas très souvent ouvert au public. Ben, c'est parce que le public ne se plaint pas. Voilà les instruments d'époque. Ah ben oui, c'est pas des choses qu'on pouvait mettre dans sa poche. C'était une expédition quand on partait là-bas. Alors, on revient, on a trouvé cette distance, le 10 millionième partie du méridien. Bah, il faut lui donner un nom. Alors, là, pour une fois, les Français, ils ont été intelligents. Parce qu'on aurait pu donner un nom franchouillard, vraiment, un nom qui sont de chez nous, vraiment. Non, il faut un nom universel pour le vendre aux autres pays. Alors, basé sur le latin, metrum, ou sur le grec, métros, ça fait mètre. Voilà. Alors en fait, c'est plus qu'une distance, puisque c'est aussi, on a créé à cette occasion le système métrique décimal qui va aussi jouer sur les poids. Alors je vous signale que pour ceux que ça intéresse, à l'époque de la Révolution, on mettait dans toutes les villes un mètre étalon, un mètre référence pour que chaque personne puisse vérifier cette longueur et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, bon, il n'en reste plus beaucoup dans Paris. Et il y en a notamment un que j'ai photographié ici, celui qui se trouve 36 rue Vaugirard. Si vous allez au 36 rue Vaugirard, vous pouvez voir ce mètre étalon qui est toujours sur le mur. Il y en a un autre, 13 place Vendôme, celui-là je n'ai pas trouvé. Alors, ces unités ne dépendaient pas d'un pays et furent acceptées progressivement, très progressivement par tout le monde. Je vais y venir. Et on a créé des multiples et des sous-multiples, et là aussi, il a fallu que ça soit un peu international, donc vous ne le saviez peut-être pas, les multiples sont à racine grecque, déca, hecto, kilo, et les sous-multiples, racine latine, milli, centi, déci, etc. Alors, petit à petit, cette nouvelle unité est acceptée dans le monde entier. Évidemment, les perfides de l'autre côté de la Manche nous ont joué un mauvais tour. Ils ont accepté, lors d'une conférence, je crois que c'était en 1800, quelque chose, ils ont accepté d'échanger l'acceptation du système métrique contre l'acceptation par nous du méridien de Greenwich. Bon, on a dit oui. Eux, ils ont dit yes, maybe. Et en fait, ils n'ont pas fait. Alors, bon, c'est pas grave, Greenwich c'est bien, mais bon. Alors maintenant, on a défini le mètre, donc les 150 millions de kilomètres, c'est vrai. Pour les anciens, vous voyez ici, c'est le pavillon de Breteuil à Sèvres, qui contient le mètre étalon, qui n'est plus étalon, d'ailleurs maintenant, on a changé un peu les définitions. Moi, dans ma jeunesse, on a poursuivi avec ça. Voilà. Alors, nouvelle dimension, nouvelle génération d'astronomes. Laplace pense que l'univers s'est créé à partir d'une nébuleuse primitive, ça tournait, il y a condensation, etc. C'est exact.
on découvre de nouvelles planètes avec le perfectionnement des télescopes. C'est William Herschel, un musicien, astronome amateur, qui construit ses propres instruments aussi. Il découvre un petit point dans le ciel qui bouge. C'est la première planète découverte depuis l'Antiquité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1781, première planète découverte depuis l'Antiquité. Elle est loin. Elle est 2 fois plus loin que Saturne. Le monde devient encore plus grand. 20 unités astronomiques. On doublait la taille du système solaire. Vous vous rendez compte? Alors, il faut aussi rendre gloire à sa sœur Caroline, parce que je crois qu'elle a fait beaucoup de travail d'observation. Alors, il fit faire un saut technologique à la technique des télescopes. Et donc, c'est grâce à cela. Son télescope faisait 1,20 m, c'était pas énorme, mais il fallait quand même 4 personnes pour le manipuler. Alors, voilà, il découvre donc Uranus. Alors, le nom n'est pas venu tout de suite, il a d'abord voulu honorer le roi d'Angleterre, etc., etc. Mais les scientifiques ont dit non, il faut un nom un peu plus sérieux. Il découvre aussi le rayonnement infrarouge. Tiens, il faut que je vous raconte ça, mais ça c'est amusant. À partir du prisme, la lumière solaire, un prisme, et puis vous voyez toutes les longueurs, toutes les couleurs qui apparaissent sur la table, hein, et dans chaque couleur, il met un thermomètre pour voir si les couleurs ont une température différente. Et puis, ça c'est bien posé sur un socle en bois. Puis un jour, il y a la bonne qui arrive, qui nettoie tout ça, et puis elle pousse son truc. Et je dis, et là où il n'y avait pas de lumière, après le rouge, il voit que c'est encore plus chaud. Et c'est comme ça qu'il découvre les infrarouges. Au-delà du rouge, il y a de l'infrarouge qui est beaucoup plus chaud. Et oui, à quoi ça tient? Voilà son télescope. Vous voyez la taille du bonhomme par rapport à son télescope et les personnes qui le font tourner. C'est une maquette qui se trouve au Deutsches Museum à Munich, que je vous recommande à voir pour l'astronomie. Les salles d'astronomie sont extraordinaires. Alors évidemment, ça c'est Uranus à notre époque, hein, ils ne la voyaient pas comme ça. Voilà. Et alors, Neptune, c'est pareil. Dans les années suivantes, qui suivent la découverte d'Uranus, on s'aperçoit que le mouvement d'Uranus a des petites variations, et on se dit, là, il y a peut-être encore quelque chose au-delà. On va voir s'il n'y a pas une planète au-delà de l'orbite d'Uranus. Et il se trouve qu'il y a deux savants, un français, un anglais, décidément, les français et les anglais, je t'aime moi non plus, hein, et ils vont faire des calculs, et tous les deux ne vont pas avoir de chance d'ailleurs, parce que l'anglais n'était pas connu, on va lui refuser des heures d'observation. Alors c'est simple, je ne connais pas, ne regardez pas, voilà. Hein. Et le français, bon, on n'avait pas trop confiance à lui, si bien qu'il a été obligé de contacter ses collègues de Berlin, et de Berlin, ils ont découvert le premier jour où il a dit regardez là, il en trouvait. Alors je vais passer ça. Est-ce que ça veut dire split? Alors on commence maintenant à appréhender la taille des différents corps du système solaire. Vous voyez le Soleil et les planètes. Ah oui, évidemment, nous, on n'est rien par rapport au Soleil. Déjà, Jupiter, c'est pas énorme. Bon, par contre, entre les planètes, ben, on est là, vous voyez, par rapport à Jupiter. On est la plus grosse des planètes telluriques. Vous avez tous compris que dans le système solaire, il y avait deux types de planètes, celles qui sont proches du Soleil, qui sont des planètes rocheuses, et celles qui sont dans le fond du système solaire, qui sont des planètes gazeuses. Voilà. Alors, on connaît la taille de notre système solaire, et on aimerait bien maintenant connaître la taille de notre galaxie. Galaxie qu'on croyait unique à l'époque.
Alors comment faire? Là, on s'est aperçu qu'il y a des étoiles proches. Vous voyez le Soleil ici, la course de la Terre autour du Soleil, à 6 mois de différence. Et puis, si c'est une étoile proche, quand on mesure de là ou de là, par rapport au fond des étoiles fixes, ben, vous voyez, ça se déplace un petit peu. Hein? Vous avez compris le principe. Et ça s'appelle la parallaxe. Et en mesurant cette différence d'angle, eh bien, on peut arriver, par aussi un calcul de trigonométrie simple, à déterminer la distance de cette étoile soi-disant proche. Alors bon, on n'a pas beaucoup de chance parce qu'on est dans un coin un peu vide de la galaxie. Il n'y a qu'un millier d'étoiles sur 100 milliards qui sont accessibles à cette mesure de parallaxe. Et c'est Bessel, le célèbre mathématicien allemand, qui fait les premières mesures et qui s'aperçoit que cette étoile, elle est à 100 000 milliards de kilomètres. 100 000 milliards de kilomètres. C'est lui qui introduit d'ailleurs la notion d'année-lumière, pour ne pas se tromper dans les zéros. Cette étoile est à 10 années-lumière. Alors là, notre univers qui nous semblait grand avec le système solaire, il est encore plus immense. Hein. L'univers change encore une fois de dimension. Encore un savant qui nous a bien aidés, c'est Léon Foucault, qui, avec son histoire du pendule, a prouvé la rotation de la Terre. Et je vous signale que nous avons visité avec des collègues le pendule qui se trouve actuellement au musée des Arts et Métiers. Alors si vous avez des jeunes avec vous, je vous dis tout de suite, ça vaut vraiment le coup de visiter le musée des Arts et Métiers, vous ne le regretterez pas. Très intéressant. Alors, comment espionner les étoiles? Maintenant, on sait qu'il y a plein d'étoiles dans le ciel. Eh bien, la seule information qui est à notre disposition, c'est leur lumière. Hein? Et avec la lumière des étoiles, il faut qu'on se débrouille. Eh bien, cette lumière, on va la faire passer dans un prisme et on va trouver la répartition des couleurs. Il va y avoir des bandes dans ce prisme. C'est ce qu'on appelle le spectre des étoiles. Le spectre des étoiles, ça va être comme leur carte d'identité, leur ADN. Hein? Et c'est l'allemand Fraunhofer qui, au début du 19e siècle, a compris cette histoire de prisme et de carte d'identité des étoiles. Et en étudiant le spectre, par exemple, du Soleil, avec précision, on s'aperçoit qu'il y a des bandes blanches, des bandes noires, qui correspondent aux éléments qui sont présents dans l'atmosphère solaire. Et c'est Kirchhoff et Benzen, celui du bec. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le prénom de Kirchhoff, c'est Marcel? Kirchhoff Marcel? Non, c'est pas ça. Alors, Kirchhoff et Benzen qui ont expliqué la présence de ces rayons. Et puis l'époque moderne arrive, tout s'accélère. Les nouveaux télescopes, ici le 1,50 m du Mont Palomar, ici le plus célèbre de l'époque, le Hooker du Mont Wilson. Alors les noms, ça vient des personnes qui ont payé pour ça. 2,50 m, mis en service en 1917. Des vrais entonnoirs à lumière, vous voyez, il y a même un astronome qui est à l'intérieur du télescope. Voilà. Puis il y a au début du XXe siècle, il y a deux astronomes au nom épouvantable qui ont l'idée de classer les étoiles en fonction de leur couleur. Alors ça c'est intéressant, vous voyez, ça se produit un peu, là. Elles se répartissent en gros le long d'un serpent, hein, le Soleil est au milieu, hein. Et cette répartition n'est pas faite au hasard. Hein. La plupart des étoiles se répartissent sur ce grand serpent qui s'appelle la séquence principale. Et au cours de sa vie, une étoile se déplace dans ce diagramme et va passer d'un état à l'autre. En vertical, vous avez la luminosité de l'étoile et en horizontal, vous avez la température, à la fois sur la plus forte et de ce côté-là, et le Soleil est à 1, il doit être par là. Là, voilà.
C'est ce qu'on appelle le diagramme Hertzsprung-Russell. On dit tous HR. Voilà. Alors, je vous rappelle, couleur égale température. Couleur égale température. Mais, attention, en astronomie, c'est le contraire de la plomberie. Le bleu, c'est chaud et jeune. Le rouge, c'est froid et vieux. Et vous voyez ici le spectre du Soleil. Il est en gros vers le vert, vers le jaune. En fait, il est plutôt jaune. Alors, au début du XXe siècle, il va y avoir une grande découverte. L'abbé Georges Lemaître introduit le concept de Big Bang. L'univers proviendrait d'une explosion universelle, et Albert Einstein va emboîter le pas. De même, en 1929, Edwin Hubble découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Donc l'univers serait en expansion. Alors, on s'en aperçoit parce que le spectre des étoiles qui s'éloignent vont se décaler progressivement vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Comme vous voyez en bas, une étoile qui s'éloigne, elle va dans le rouge, une étoile qui se rapproche de nous, elle va plutôt dans le bleu. Vous voyez, ici, voilà un spectre sur la Terre, par exemple, et puis une étoile qui s'éloigne de nous, son spectre, identique, est décalé vers le rouge. C'est comme ça qu'on peut connaître la vitesse d'éloignement des étoiles. Et d'ailleurs, la distance va être déterminée par la découverte de cette jeune américaine, Henrietta Leavitt. C'était pas facile à l'époque, début du XXe siècle, pour une femme de travailler dans l'astronomie. Je vous rappelle ce que je vous avais dit il y a 1 ou 2 mois avec Vera Rubin. On lui avait interdit de travailler au Mont Wilson sous prétexte qu'il n'y avait pas de toilette d'âme. Et vous savez comment elle a résolu le problème. Elle est venue avec du scotch et un feutre et un marqueur et elle a écrit l'église sur Gentleman. Pour les toilettes, elle avait les toilettes d'âme immédiatement. Bref, Henrietta Leavitt, elle était sourde, pauvre dame. Elle a fait des découvertes très intéressantes. Elle s'est aperçue que certaines étoiles pulsantes, elles pulsaient justement en fonction de leur taille. Et ça nous a permis d'établir une échelle de distance dans l'univers, parce que suivant qu'elles sont plus ou moins loin et qu'on connaît leur pulsation et leur luminosité apparente, c'est-à-dire celle que l'on détecte ici, et on est capable de déterminer leur distance. Bref, on s'aperçoit à cette époque-là que l'univers est de l'ordre de 15 milliards d'années. Bon, ça fait beaucoup maintenant. Alors tout va très vite. Révolution quantique, je ne vais pas vous expliquer tout ce que c'est la mécanique quantique, mais tous ces personnages sont intéressants parce qu'ils ont marqué la physique du XXe siècle. Max Planck, il dit que les photons sont émis par petits paquets qu'on appelle des quantas, et ça a donné naissance à la mécanique quantique. Louis de Broglie, en haut à droite, lui a pensé que la lumière était la fin onde et particule. C'était les deux faces d'une même carte. Puis Heisenberg établit un principe d'incertitude que je ne peux pas vous expliquer ici, mais si vous connaissez l'histoire du chat de Heisenberg, qui est à la fois mort et vivant, c'est intéressant. Schrödinger résume le tout en établissant toutes les bases de la mécanique quantique, puis Niels Bohr donne une idée de la structure de l'atome, parce qu'on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Il dit que c'est un peu comme un système solaire, avec un noyau et des planètes qui tournent autour. Vision un peu simpliste, mais qui a beaucoup aidé. Alors, Albert, le deuxième extraterrestre, après Newton, modeste employé de service du service des brevets de Suisse, il publie
un texte fondateur, la relativité restreinte, puis la relativité générale. En gros, qu'est-ce qu'il dit? La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Ça vous paraît, c'est pas évident, parce que vous avez une voiture A qui roule à 10 km à l'heure, une voiture B qui roule à 20 km à l'heure. Il y a le théorème de composition des vitesses. Les vitesses, à un moment, s'ajoutent. Eh bien, quand c'est la vitesse de la lumière, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bon. Il établit aussi une correspondance entre la matière et l'énergie. Je crois que c'est la seule formule que le monde entier connaît. Vous pouvez interviewer n'importe qui dans le monde. Connaissez-vous une formule mathématique? Il va vous dire E égale MC2. Ils vont peut-être pas comprendre ce que ça veut dire, mais ils vont dire E égale MC2. Ça veut dire qu'une petite particule de matière, M, va se transformer en énergie phénoménale. Pourquoi? Parce que le facteur de conversion, le taux de change, si on veut, c'est la vitesse de la lumière au carré. Alors, la vitesse de lumière, c'est beaucoup, c'est 3 10 puissance 8 mètres secondes. La vitesse de la lumière au carré, ben, ça fait un nombre faramineux, donc une quantité minuscule de matière va donner une quantité énorme d'énergie. C'est la source de l'énergie nucléaire. Alors, il y en a qui prétendent que c'est comme ça qu'Albert a trouvé la formule E égale MC2, il a essayé E égale M2, E égale M2. Bien entendu, c'est pas vrai. Je remercie Sidney Harris de m'avoir autorisé à publier ce dessin. Voilà. Et Albert, il prétend aussi, avec sa loi de la relativité générale, que la masse, une masse, va dévier les rayonnements, va dévier le rayonnement, par exemple, le rayonnement du soleil, n'importe quel rayonnement. Mais alors, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à prouver. Or, il se trouve qu'en 1919, c'est-à-dire 4 ans après ce texte sur la relativité générale, se produit une éclipse, en Afrique. Et lors d'une éclipse, lors de l'éclipse, on va voir des étoiles qui sont normalement masquées par la lumière du soleil. Donc si je peux mesurer la position de ces étoiles au moment de l'éclipse, c'est-à-dire avec la présence d'une très forte masse, et les mêmes étoiles sans le soleil, la nuit par exemple, et s'il y a une différence de position, ça veut dire que tonton Albert a raison. Eh bien, tonton Albert avait raison. Et du jour au lendemain, Albert est devenu une célébrité mondiale. Hein, vous voyez, le soleil, ici, déforme les rayons lumineux, et ce qui était en un point nous fait apparaître en un autre point, et d'après les calculs ramenés par des gens de l'éclipse de Sobral, Albert avait raison. Mais c'est plus que ça ce qu'il fait, Albert. Il met l'univers en équation. Bon, je ne vais pas vous commenter cette superbe équation, mais c'est l'équation de l'univers. Hein, c'est incroyable. C'est un lien entre l'énergie et comment dire, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais c'était tellement ésotérique à l'époque qu'on ne va pas lui donner le prix Nobel pour ça. Pourquoi? Parce que personne n'est capable de comprendre. On lui donne le prix Nobel, on sait que c'est sûrement un génie, hein, mais on va lui donner le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, ce qui est loin de valoir ça, entendu. Oui, bon, d'accord, je pousse un peu. Le principe, c'est la matière courbe l'espace. Voilà. Alors, quelle époque merveilleuse pour la science. Voilà, par exemple, le 5e congrès de Solvay à Bruxelles, où vous reconnaissez des sommités, Picard, Max Planck, Madame Curie, Dirac, qui c'est celui-là, Schrödinger, Albert Einstein, De Broglie, Paoli, Niels Bohr. C'était vraiment la grande époque.
Alors, Georges Lemaître rencontre Einstein à cette époque, et bon, ils ne s'entendent pas très bien, hein, mais bon, peu importe. Et Lemaître, qui avait publié avant Hubble la loi d'expansion des galaxies, mais malheureusement, il l'avait publié en français, bref, le français n'était pas une langue si internationale dans les sciences. Bref, Lemaître se dit une chose, voyons, l'univers est en expansion. Mais s'il est en expansion, si je rembobine le film à l'envers, il y a un début à l'expansion. Hein, le rembobinage du film, il y a donc un commencement. Il y a donc un temps zéro. Un temps zéro. Et c'est lui qui a l'idée d'imaginer l'expansion. C'est-à-dire que l'expansion, c'est l'espace qui enfle. C'est l'espace qui enfle. Ce n'est pas la distance entre les planètes ou entre les galaxies, c'est le tissu même de l'espace qui se dilate. Vous voyez, c'est la texture même de l'espace qui enfle. Et c'est ça qui va donner naissance au Big Bang. Alors, l'univers se serait formé à partir d'un point, il y a approximativement 14 milliards d'années. Il entre immédiatement en expansion. Les températures est énorme. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre en expansion? C'est comme dans votre frigidaire, la température diminue. Hein, donc la température diminue, la densité diminue, etc., etc. On va créer tout un tas de particules qui vont donner naissance à des protons, à des neutrons, puis à tous les éléments de la table de Mendeleïev, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y en a pour 2 heures là-dessus. Voilà. Et au bout d'un certain temps, l'univers qui était une soupe de particules, qui était donc opaque, et bien au bout d'un certain temps, cet univers va devenir transparent. Donc voilà, la soupe de particules, j'avance un peu vite, et une fois qu'il devient transparent, la lumière fut. Là, les photons peuvent se propager, et voilà l'univers 380 000 ans après la naissance du Big Bang. Pourquoi 380 000 ans? Parce qu'avant, l'univers était opaque. Donc on n'aura jamais de photos. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, c'est les premiers cris du bébé univers. Et ce qui est formidable, c'est qu'on le voit maintenant. Si je regarde le ciel, allez, j'éteins le soleil, j'éteins les étoiles, j'éteins les planètes, j'éteins tout, qu'est-ce qui reste? Il reste ça. Et ça, on le voit, on le mesure, et on s'aperçoit que bon, c'est un rayonnement. Un rayonnement pour les physiciens, c'est aussi une température. On s'aperçoit que ça fait en gros 3 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est froid. Hein. C'est froid, mais à l'époque, ça faisait 3000 degrés. Hein, puisque ça s'est décalé avec l'expansion de l'univers. Voilà. Alors les premières étoiles se forment, les galaxies entrent les univers. À la même époque, Clyde Tombaugh, un Américain inconnu, c'est un agriculteur, il découvre la 9e planète, enfin, bon, c'est peut-être pas une planète, hein. Vous voyez les dernières photos de Pluton par New Horizon. Alors, c'était pas facile, à l'époque, on comparait les clichés d'un soir à l'autre, d'une semaine à l'autre, puis quand il y avait un petit mouvement, on se posait des questions. Donc, il découvre Pluton en 1930. Les Américains ne sont pas contents qu'on ait débaptisé Pluton de planète, parce qu'évidemment, c'est la seule planète qui a été découverte par les Américains. Mais bon. Et vers 1930, on commence à comprendre le fonctionnement du Soleil. C'est la fusion nucléaire qui est la source de la lumière des étoiles. Une étoile, c'est comme une cocotte minute. C'est un équilibre entre la gravité qui pousse vers le centre, et puis au centre, c'est tellement compact, il se produit des réactions nucléaires qui poussent vers l'extérieur. Et tant qu'il y a équilibre, là, c'est une étoile comme le Soleil. Et puis quand l'équilibre se rompt, eh bien l'étoile va mourir. Une étoile comme le Soleil, ça va durer 10 milliards d'années. Donc le Soleil, c'est une usine à transformer l'hydrogène en hélium. Tiens, grâce à la formule E = MC2. Eh oui.
Allez, je prends 4 protons d'hydrogène et je vais le transformer en un noyau d'hélium qui comprend 2 protons et 2 neutrons, mais qui est moins léger, moins lourd, pardon, et qui va émettre un petit peu d'énergie. Et cette énergie est créée au centre du Soleil, où il y a 20 millions de degrés au centre du Soleil, alors que la surface du Soleil est de seulement 5000 degrés. Hein. Chaque seconde, 700 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium. Hein. Et dans le processus, 5 millions de tonnes d'énergie pure sont libérées. C'est ce qui nous chauffe. Voilà. Le Soleil émet des grandes quantités de particules que vous voyez ici. Hein. Et ça va donner naissance à des aurores. Voilà la centrale nucléaire qui nous fait vivre. Vous voyez la taille de la Terre. Alors le Soleil obéit à un cycle de 11 ans. On ne sait pas pourquoi, 11 ans. On ne sait pas tout. Et suivant les périodes, vous voyez ici le nombre de tâches. On s'aperçoit que le climat terrestre va dépendre du nombre de tâches qu'il y a sur le Soleil. Et il existe des zones, vous voyez, dans cette zone-là, 1600, 1700, l'époque du... C'est drôle, l'époque du roi Soleil. Et là, il faisait froid. Il n'y avait pas de tâches. Vous voyez, le Soleil était comme ça. Et comme il n'y avait pas de tâches, ça veut dire que les hivers étaient très très froids. Et puis voilà, puis ça reprend après. Et voilà les derniers cycles solaires. On en est là, vous voyez, on est assez faible. Hein. On n'a pas réussi à rattraper la normalité des autres cycles. On est toujours dans un système assez faible de soleil. Vous remarquez les tâches qui tournent du soleil, c'est comme ça qu'on a établi la rotation du soleil, en gros 25 jours à l'équateur. Voilà. On commence à comprendre la vie des étoiles, en partie avec le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Alors notre Soleil va se terminer dans 5 milliards d'années. Hein, certaines étoiles qui sont beaucoup plus massives vont se terminer autrement. Voilà un petit graphique. Hein, voilà. Je ne peux pas vous parler longuement de la vie des étoiles, mais la vie et la mort d'une étoile dépend entièrement de sa masse. Hein. Alors pour les étoiles moyennes, comme le Soleil, ça va devenir à la fin une étoile géante rouge, puis ça va exploser en un spectacle extraordinaire qu'on appelle une nébuleuse planétaire qui n'a rien à voir avec les planètes, et puis ça va devenir une naine blanche. Alors que les étoiles massives ou très massives vont être une super géante rouge, et là ça va se terminer en supernova. Ça va être intéressant, et supernova peut évoluer soit vers une étoile à neutrons, soit vers un truc bizarre qu'on appelle les trous noirs. Je me dépêche un peu. Encore 5 minutes. Les années 60-70, objectif 1, des astronautes américains vont y rencontrer Tintin et Capitaine Haddock. Voilà, des belles photos prises sur la Lune. Il y en a qui prétendent qu'on n'y a pas été. Il faut vraiment être taré. Enfin bon. Heureusement que maintenant on a des satellites autour de la Lune qui sont capables de filmer les pas des astronautes et les objets qu'on a laissés sur place, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. Le JPL de Pasadena en Californie nous fait découvrir, grâce au sonde spatial, toutes les planètes du système solaire. Que voici, j'ai un peu vite. En se retournant, voyageur prend une photo du système. Alors cette photo est très émouvante parce que le voyageur il par là, et en se retournant un jour, il a pris des photos de toutes les planètes et on les a assemblées sur la même photo. Voilà. On met des télescopes dans l'espace pour s'affranchir de la turbulence terrestre, hein, comme le télescope Hubble, qui lui est dans le visible, mais il n'y a pas que ça, il y a des télescopes qui sont dans l'infrarouge, ou dans l'infrarouge comme le Spitzer, ou dans le rayon X comme Chandra, etc. Voilà les merveilleuses photos que nous envoie Hubble. Voilà une nébuleuse planétaire, c'est comme ça que nous allons terminer notre vie. Enfin, on sera mort avant, nous, hein, je peux vous rassurer. Parce que, de toute façon, tous
tous les 100 millions d'années, je crois, le Soleil augmente légèrement d'intensité et donc la Terre va être cramée bien avant les 5 milliards de vies du Soleil. Donc il faut qu'on se sauve. Hein. Donc les jeunes, là, préparez-vous à partir loin et découvrir d'autres terres. Voilà, des collisions de galaxies. Voilà une très belle photo. Un jour, il y a un ingénieur de chez Hubble qui s'est dit, tiens, on va viser le coin le plus noir du ciel où on ne voit rien. Il a trouvé un coin et on s'est dit, on va exposer ça pendant une dizaine de jours. Et hop, une fois qu'on a exposé ça, il y a 10 000 galaxies. Donc il y a des galaxies à perte de vue. Voilà, les galaxies à perte de vue. Donc je vous rappelle que voir loin, c'est voir dans le passé, bien entendu. Voilà le merveilleux de la galaxie du tourbillon. Alors, notre galaxie ressemble un peu à ça. Et puis, c'est l'époque des géants maintenant. Les télescopes du Chili, le VLT du Chili, des télescopes de 8,20 m en un seul jet. Voilà, à 2300, 2500 mètres d'altitude. Puis en construction, le télescope du futur européen, de 39 mètres. Alors 39 mètres, c'est pas un seul morceau de miroir, on n'est pas capable. Il y a 200, je crois qu'il y a... Non, 798 segments de 1,45 m qui vont former ce télescope de 39 mètres. Vous voyez la taille comparée au VLT à l'Arc de Triomphe. On améliore les optiques. Voilà. On découvre la structure de l'univers à grande distance. Alors l'univers à grande distance, c'est une éponge. Hein? C'est pour ça que j'ai mis Bob l'éponge. Et ça veut dire qu'à grande distance, l'univers, c'est des vides et des blancs. Voilà, vraiment comme une éponge. Voilà. Alors, à la fin du XXe siècle, et même au début du XXIe, objectif Mars. Voilà, on a envoyé des sondes qui se promènent sur Mars. Voilà. Et alors, eh bien, est-ce que cet homme, Elon Musk, milliardaire, qui a créé la société SpaceX, qui a créé SpacePal, PayPal, etc., il veut absolument coloniser Mars? Eh bien, il va peut-être y arriver. Il a dépassé la NASA, il a tellement dépassé la NASA que la NASA va se mettre avec lui. Hein. Donc, son rêve, c'est coloniser Mars. Alors aussi, une grande question, pourquoi ces trois planètes sont-elles si différentes? Vénus, la Terre et Mars. L'aventure, je vais un peu vite, un autre aventurier en métal, Cassini, qui a découvert Saturne et Titan, les lacs de Titan. Et fin du XXe siècle, on découvre des exoplanètes. Qu'est-ce que c'est les exoplanètes? Ce sont des planètes hors du système solaire, qui tournent autour d'étoiles situées hors du système solaire. Et on s'en aperçoit quand la planète passe devant son étoile, comme vous voyez en bas, lors d'un transit, comme pour le transit de Vénus. Hein, il y a une petite perte de luminosité d'étoiles qui va nous permettre de dire... Je vais passer ça. Voilà. Alors, il ne faut quand même pas oublier que ces dernières années, on a eu des astronautes qui ouvrent la voie de l'espace. Et les top des héros, Gagarin, Glenn, Leonov, Wright, etc. Il y en a beaucoup qui ont donné leur vie aussi. Et les aventuriers de l'espace sont maintenant à bord de l'ISS, avec notre compatriote normand Thomas Pesquet, qui nous envoie des informations régulièrement. Hein. On est capable d'étudier le ciel dans toutes les longueurs d'onde, comme vous voyez ici. Et on commence à comprendre notre place dans l'univers, notre position déjà dans la galaxie, dans notre galaxie. Notre galaxie, c'est un ensemble d'étoiles qui fait 100 000 années-lumière de diamètre. Hein. Et il y a en gros 100 milliards d'étoiles par galaxie. Et alors, tenez-vous bien, au dernier comptage, parce qu'on les a comptées, mais oui, on les a comptées, il y a 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Plus ou moins une.
Voilà, bon, Charles, je vous passe ça, je m'excuse, je peux pas, sinon il va être trop longtemps. On est capable maintenant d'expliquer l'histoire de l'univers depuis le début du Big Bang, ici, la première lumière que je vous ai montrée tout à l'heure, et l'expansion de l'univers. Voilà. En gros, on a 13,8 milliards d'années. Mais c'est assez triste parce que on est capable maintenant de déterminer la composition de l'univers et on s'aperçoit que 96% de la composition de l'univers nous est totalement inconnue. Les trois quarts, c'est quelque chose qu'on appelle l'énergie, la matière noire. Vous savez, quand on ne sait pas ce que c'est, on l'appelle noir. Alors on sait que c'est de la matière, on sait qu'on ne peut pas la voir, on sait que c'est sensible uniquement à la gravité. Et on sait que c'est en gros les trois quarts de l'univers. On n'a pas encore trouvé les particules qui composent cette matière noire. Donc les enfants, si vous avez un job à faire plus tard, rentrez dans l'astrophysique, il y a du travail. Et puis on s'est aperçu récemment que l'univers, je vous ai dit qu'il est en expansion, mais c'est pire que ça. Il est en expansion accélérée. C'est-à-dire qu'il y a une force qui semble pousser l'univers vers une certaine accélération. Et alors là, on ne sait pas ce que c'est. Je me suis trompé avec les pourcentages tout à l'heure, je vous ai dit ça. La matière noire, c'est 25%. Cette énergie qui semble pousser l'univers, alors on ne sait pas ce que c'est l'énergie noire. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. En tout cas, les supernovas du fin fond de l'univers ne sont pas à la position de Watt, donc il y a bien une expansion accélérée. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Donc il y a vraiment du travail pour vous les jeunes, hein, si vous voulez aussi, plus tard dans l'astronomie. Où est l'antimatière? Vous n'êtes pas en antimatière, j'ai serré la main à quelques-uns tout à l'heure, on n'a pas explosé. Donc je sais que vous êtes en matière. Hein. Et l'antimatière, au début de l'univers, on sait qu'il y avait autant de matière que d'antimatière. Puis un jour, elle a disparu. Pourquoi? Comment? Où ça? Et les derniers de l'aventurier de l'astronomie sont à 100 mètres sous terre, dans le LHC, à la frontière franco-suisse, voilà, dans des grands accélérateurs qu'on a eu le plaisir avec la SAF de visiter 2 fois d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est des énormes machines où on va faire se percuter des particules et se rapprocher ainsi de plus en plus des températures régnant au moment du Big Bang. On découvre, ça j'aime beaucoup, c'est la dernière slide, on découvre un trou noir géant au centre de notre Voie lactée. 3 millions de masses solaires. Alors je répète, ce n'est pas une simulation. Ce que vous voyez, c'est une vraie image prise pendant 15 ans d'étoiles qui tournent autour de quelque chose. Ce quelque chose, c'est cette croix rouge. Il n'y a rien, on n'arrive pas à le résoudre. En fait, c'est quelque chose qui est sombre. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de très massif auquel les étoiles tournent, ben, ça ne peut être qu'un trou noir. C'est le trou noir de notre galaxie. Voilà. Alors sommes-nous dans un multivers? C'est les dernières découvertes. Je n'en sais pas, je n'en sais rien. Est-ce que Stephen Hawking est le nouvel Einstein avec ses théories? Peut-être. Non, il y en a qui ne sont pas d'accord. Est-ce la fin? Non, ce n'est pas la fin. L'aventure continue grâce à vous. Merci. Je ne vais pas recommencer. Bon, si ça vous intéresse, je la mettrai au téléchargement sur mon site, hein, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si ça on peut poser des questions, et bien un peu tard, à moins que vous ayez des questions. Sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Oui. Ah non, pas toi, non. Pas toi, parce que là, je n'y arriverai pas. Si, c'est pour corriger ton écran. Ah oui, vas-y. Tu dis qu'on peut rien savoir,
de ce qui s'est passé entre le Big Bang et les 380 000 ans. Ah non. Tu oublies les neutrinos, tu oublies... Oui. Non, j'ai pas dit qu'on pouvait pas rien savoir, j'ai dit qu'on pouvait pas photographier. On peut faire une photo en neutrino, oui, on les a pas encore fait. Non, mais attends, les ondes gravitationnelles, primordiales. Oui. Et les BAO. Ah, alors les BAO, alors. Bah, on n'a pas parlé des BAO, vous ne savez pas ce que c'est les BAO. Eh bien, tant mieux. Ça vous dormirez mieux. Ce sont des ondes acoustiques. Voilà, bon, oui. Les ondes acoustiques de la matière. Oui, mais tu sais, j'ai déjà dépassé mon temps, alors je pense que c'est pas mal. Bon retour chez vous, et à la prochaine fois, réservation pour Jean-Philippe Mulan, demain à partir de 9h. C'est fatigant, hein? C'est un peu beaucoup quand même, hein. Un peu beaucoup. Vous n'avez rien appris, vous saviez tout ça. Ok, super. C'était ah oui, mais c'est parce que c'est moi qui ai fait la photo. C'était quelqu'un lors de sa dernière conférence à la BNF. Voilà. Je rentre avec mon ami. Bien sûr, rentre avec qui tu veux. Il vit sa vie, hein. Bonsoir, Xavier. Je dis oui, on est dans la joie et le bonheur. Et même de l'autre côté, on ne voit rien. Comment? Ah, Parce que ça avance à toute vitesse, hein, sur la structure des protéines.